Bienvenue à une autre émission de Passion Auto. Cette semaine, on va rencontrer le seul pilote québécois qui fait partie du circuit NHRA en Top Fuel aux États-Unis, rien de moins. Évidemment, il y a Johan qui est là cette semaine qui va nous faire l'essai du Jeep Willys. Et on va parler de serpentins et du remplacement de ces serpentins avec nos amis de Pièces Auto Super. Aujourd'hui, le thème de l'aventure et de la robustesse est partout. Tous les constructeurs tentent d'une manière ou d'une autre de concevoir un véhicule capable de nous apporter en montagne, question de décrocher et de profiter d'un peu de plein air ou d'un moment intime avec Mère Nature. Wrangler, Bronco, 4Runner, Defender, G-Wagon, ces noms riment tous avec hors-route. Sur les réseaux sociaux, les pages d'amateurs de 4x4 se multiplient et le parc automobile moderne comprend même certains modèles de VUS comme les Subaru Forester et Outback qui s'affichent tous comme des modèles aventuriers. Même dans l'électrique, les GMC Hummer EV et Rivian R1T nous promettent des modèles capables et conçus pour franchir les sentiers les plus coriaces. Si cette mode est si populaire aujourd'hui, c'est grâce à un modèle en particulier qui est né par accident au début des années 40 dans un contexte assez particulier. Et tadam! C'est un bon vieux Jeep de l'armée, ça? Non, civil. CJ3B 1955. Ça, mon homme, là, tu m'apportes n'importe quelle voiture moderne pour du hors-route, là. Je suis en avant de toi dans n'importe quelle montagne. Ben voyons, t'es en train de me dire que cette vieille patente-là faite en acier, plus habile qu'un Ford Bronco Raptor à 100 000 $. Oui, plus léger. Un petit moteur qui s'en va poutoum-poutoum, bien tranquillement dans sa montagne. De toute façon, ton Bronco, là, ils sont même pas capables de faire leur toit. Le Willys Jeep, c'est l'icône qui se cache derrière le Wrangler. À l'origine, il est conçu pour être un véhicule militaire. Simple et robuste et créé pour l'armée américaine durant la Deuxième Guerre mondiale, le Willys Jeep a continué d'être construit après la guerre comme modèle civil. On l'appelait le CJ, une nomenclature qui a perduré jusqu'au début des années 80, avant qu'il devienne le YG en 86. Au total, il y a eu 10 versions du CJ au fil des années, vendues à plus de 1,5 million d'exemplaires. Bon, fait que lui, c'est un CJ3B. Ça mange quoi en hiver? Ça, c'est un modèle important, ça. Parce que ça marquait vraiment le début de la nouvelle administration pour Willys Overland. En effet, à cette époque, Jeep appartenait à Kaiser Motor, qui a apporté le modèle à un tout autre niveau, permettant au CJ3B d'être commercialisé pendant un total de 45 ans. Il y a même eu des modèles vendus sous licence ailleurs dans le monde sous différentes marques, comme Mitsubishi au Japon et Mahindra en Inde. Il y a même déjà eu une version turque de ce modèle. Mitsubishi a déjà vendu un Jeep? Oui. Ils l'appelaient même le Mitsubishi Jeep. Ils l'ont vendu au Japon jusqu'en 98, là. Dans le fond, c'est le contraire d'un Eagle Talon. Exactement. Le Willys Hurricane était un nouveau moteur pour l'époque. 4 cylindres, 2,2 litres à carburateur d'une puissance de 75 chevaux et d'un couple de 114 livres-pieds. C'est d'ailleurs ce qui nous permet de distinguer un CJ3B d'un CJ3A. La grille était plus haute, le capot surélevé pour accueillir le nouveau moteur qui prenait plus de place que l'ancien, et les lumières ne touchaient pas à la grille, comme le CJ3A. La transmission? 3 vitesses. Tu payais 200 $, tu avais une 4e vitesse. Mais c'était de l'argent à l'époque, là. C'est ce qui rend cette époque de Jeep très étrange, car dans les faits, le CJ3B a été remplacé par le CJ5 à la fin des années 50. Mais Kaiser produisait les deux en parallèle pour divers marchés. Bon, à l'intérieur, c'est rudimentaire, hein? Je passe vite fait pour vous expliquer. On a ici l'étrangleur, le bon vieux choke, le frein à main qui est ici, on tire, et oui, il est fonctionnel. Il y a des 2002 qui fonctionnent même plus, 55, lui, il fonctionne encore. Je sais juste pas comment l'enlever, bon. OK. Après ça, ici, on a l'embrayage, 3 vitesses, comme j'ai expliqué plus tôt. On a ici la boîte de transfert, hein? On a le 2 pattes, 4 pattes, 4 roues motrices. Après ça, ici, on a le high et le low, les petits lapins, les petites tortues. Et qu'est-ce qui est intéressant ici, on peut le mettre en neutre
Et là, on rajoute 2 autres petits bras pour contrôler un PTO qui s'alimente directement à partir du moteur. Et là, on peut mettre une faucheuse, on peut mettre une vis sans fin pour des clôtures. Ça devient un tracteur, littéralement. Tu coupes mon gazon avec ça? Si tu veux, tu peux tout faire avec ça. Tout. Quand t'as un Willis, pas besoin de tracteur. Et se cacher avec leur sang en force. Là. Un bon vieux bouton poussoir. Hein? Non. Non. Lâche-moi pas. Non. OK. Allons faire de la vitesse à 45 000 à l'heure. Première chose que vous remarquez, pas de ceinture de sécurité. 1955, c'était pas obligatoire. Le propriétaire a cru bon de pas en mettre. Ça, c'est une bonne chose. Tu te sens vraiment libre. Il manque juste la bonne vieille bière entre les jambes. Surprenant, quand même. Il y a des clignotants. Ça, c'est la bonne chose. Quelque chose qui différencie la version civile de la version de l'armée, et surtout au niveau des lumières. Les lumières ont un petit cover dans la version armée pour pas que les avions puissent voir les lumières rouges ou les lumières avant qui éclairent. Ça aide, hein? On prend toutes nos chances de notre côté. Autre chose aussi, lui, il a les pneus pour l'armée. C'est-à-dire, c'est des pneus non directionnels. On a permettez-moi l'expression, un tread de pneus qui ne dit pas à l'ennemi s'il voit les traces par terre, si on va vers le nord ou le sud, l'est ou l'ouest. C'est une marque qui est complètement neutre. Pour de vrai, là, ça se conduit tout seul. Là, on a une 3e vitesse et voilà, je suis maintenant dans la 3e vitesse, dans les petits chemins. Bip, 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 bip. Qu'est-ce qui est le fun? C'est bien pensé, un Jeep pour tout. Mais on veut s'assurer que s'il y a explosion ou quoi que ce soit, eh bien, ça soit le conducteur qui explose en premier. Alors, on a fait sûr de mettre le réservoir d'essence sous le conducteur. Oh yeah! Ah, c'est cool, c'est le fun. Hey, ça roule, cette petite bête-là, pareil. Tu sais, 45 000 à l'heure, là, quand t'es dans le bois, là. T'en as en masse. Là, t'as l'impression que tu te fais bombarder. Boum, 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 boum! Là, tu roules avec ça. Comme dans la guerre. À la guerre comme à la guerre. Je vais être obligé de vous dire que essayer des voitures comme ça tout le temps, une chance que je suis pas millionnaire, hein? Parce que je n'aurais un ou deux. Dans le fond, faire du hors-route, c'est être connecté avec sa machine. Si vous n'êtes pas capable de résister au choc que le véhicule envoie à votre squelette à chaque fois que vous pognez une bosse, eh bien, vous n'êtes tout simplement pas un amateur de hors-route. En conduisant un vieux Jeep Willys, on constate que, en effet, les VUS à vocation hors-route ont beaucoup évolué avec le temps. Si, à l'époque, il s'agissait essentiellement d'une cage en acier avec un moteur, un boîtier de transfert et des différentiels verrouillables, ces modèles sont aujourd'hui nettement plus confortables et faciles à endurer dans la vie de tous les jours. Mais malgré l'arrivée de nouvelles technologies, on constate que tout le monde fonctionne sur la même base, avec une recette bien connue, et cette recette, c'est le Willys Jeep qui l'a inventée, il y a plus d'un demi-siècle. Alors, si vous trouvez qu'il est facile pour vous de traverser un banc de neige à l'hiver à bord de votre VUS moderne, c'est ce modèle qu'il faut remercier. Merci, Willys. Merci, mon... Aujourd'hui, on vous amène dans la région de Saint-Rémy pour parler à un vrai passionné, quelqu'un qui aime ça aller vite. En fait, c'est le seul Québécois ou le seul Canadien sur le circuit de la National Hot Rod Association aux États-Unis. Dans la catégorie des Top Fuel, on va rencontrer Daniel Mercier. Salut, Daniel Mercier.
Bienvenue, Benoît, Merci. à notre atelier. C'est tout neuf. Exactement. Bon. Une semaine. Pour le bénéfice des gens qui écoutent, on se connaît depuis très longtemps, donc je vais te tutoyer pendant l'entrevue. Je le dis d'avance. Daniel, ça fait longtemps que tu es dans le business. Décris-nous un peu ton parcours, parce que c'est littéralement en finissant l'université que tu t'es mis dans les courses de régate, je pense, d'hydroplane au début. Exactement, Benoît. En 1993, OK. aussitôt que j'ai sorti de mon bac, j'avais déjà fait mon magasinage pour acheter ma première hydroplane pour pouvoir compétitionner à Valleyfield puis le circuit nord-américain. Parce que toute ma vie, de l'âge de 4-5 ans, mes parents, la famille, nous autres, c'était plus qu'une passion, là. C'était une religion, là. On partait de la motorisée, on allait à Cocagne, au Nouveau-Brunswick, on allait à Summerside, on allait à Détroit. La passion, moi, je l'ai eue dans le sang. Tu as fait ça, quoi, une dizaine d'années? Oui, 10 ans exactement. On a monté tous les échelons. OK. On a eu vraiment du plaisir, là. Dans le fond, mon père, l'équipe, à construire des bolides, Puis, fil de verre, le plaisir moteurs. de la mécanique, parce que tu étais chef d'équipe, c'était des pilotes engagés que tu avais qui travaillaient pour toi à ce moment-là. Exactement. Et à un moment donné, je veux vraiment moi-même piloter. Puis je veux piloter ce qu'il y a de plus rapide sur la planète. Si tu veux bien, on va aller voir tes bolides. Ça me fait plaisir, certain. Bon, Daniel, quand on a quitté l'eau pour arriver sur l'asphalte, t'es arrivé en top alcool. Exact. Ça, c'est un top nitro, si je me trompe pas, il y a une petite nuance. Là. C'est un A-Fuel, celui-là, OK. exactement. Donc, il fonctionne à aspiration naturelle. Toujours un V8. Toujours un V8, OK. tout du moteur EMI. OK. Pourquoi du EMI? C'est tellement facile à travailler, parce que Ouais. nous, on défait ça en chaque course. On défait tout en morceaux comme un Oui, puzzle. les mécaniciens Et les on- plus rapides au monde sont tous en top fuel, je pense. Non, exactement, parce que dans cette classe-là, jusqu'à aller aux autres, ça peut être jusqu'à 15-20 personnes qui vont OK. défaire au complet le moteur et le remonter en totalité environ à 1h30. Ah, imagine. Là, on parle de combien de puissance? Celui-là, je vous dirais entre 3005 et 4000 forces, dépendamment de la température. OK. Avec cela, on détient sur le quart de mille, donc 5 secondes 12, qui est dans les 4 temps les plus rapides sur OK. la planète. OK? ça, t'arrives à quelle vitesse, À là? 285 000 à l'heure. 1000 à l'heure. Qui doit équivaloir, je sais pas, 450 Oh, km environ. c'est assez là. vite. Je vous dirais, c'est pas mal mon auto de tous les jours OK. Tu pour faire de la sais, course. il y a des gens qui ont des Toyota Camry comme auto de tous les jours. Lui, il y a... C'est bon. Mais si ça, c'est impressionnant, là, il faut parler de ce que tu fais aussi depuis quelques années. Parce que là, tu es dans la catégorie maître dans ce qui se trouve de course d'accélération, les Top Fuel. Exactement. On parle toujours d'un V8 MI. Oui, on parle d'une base bien semblable. OK. Mais vous allez voir la grosse différence, c'est celui-là, aspiration naturelle, celui-là avec un supercharge. Supercharge qu'on voit, c'est un 1471, donc c'est le maximum de longueur qu'on peut rouler. Je vous dirais, peut aller à 45, 50 livres de pression dans le moteur. Tout est à la limite à toutes les fractions de seconde. Ce qui fait qu'on passe de 4000 forces à plus de 11 000 Hey, forces. 11 000 chevaux. Pensez à ça 2 minutes. Là. Avec un moteur V8, les courses sont sur 1000 pieds. Exactement, 1000 pieds. Nous avons présentement le record, tout ce qui est canadien. Donc, OK. on a roulé 3 secondes 75 Ouais. à une vitesse de 319 000 à l'heure. Ça, c'est plus de 500 km/h pour ceux qui posent la question. Là. Puis, D'accord. écoutez, pour voir à quel point l'accélération est violente, un 0-100 km/h là, dans un bolide comme ça, c'est quoi? À peu près 0,6 secondes. Ça me donne une... 0,4, 0,6 secondes. T'as aussi un petit bébé depuis quelque temps. Là. S'il y en a un que je vendrai jamais, c'est celui-là. On va C'est- aller voir ça 2 secondes. Absolument. All right. Bon, là, Daniel, tu vas nous parler un peu de ça, parce que c'est une catégorie, en fait, c'est drôle, parce que c'est une catégorie récente, mais qui parle de nostalgie. Exactement. OK. Donc ça, c'est sûr que c'est mon jouet. Ça, c'est mon jouet c'est ton favori. bébé, ça, là. Ça, c'est mon bébé. Celui-là ne partira jamais de l'atelier. Là, évidemment, on est un châssis à nu. Oui. Ça, derrière nous, ça va par-dessus. Tu as fait ça à l'image d'une vieille Camaro. Parce Exactement. On te voit par le devant. Oui, c'est de garder, ils ont gardé dans l'Ouest américain une classe qui s'appelle Nostalgia Nitro Funny Car.
OK. Donc, beaucoup de restrictions. Donc, c'est quand même des moteurs qu'il faut se casser beaucoup plus la tête pour quand même atteindre à peu près 4000 forces. OK? Mais Quand même. Quand même. Quand même. Une bougie par cylindre seulement. Au lieu de 2. Exactement. Un supercharge, un 671 au lieu tantôt qu'on parlait d'un 1471. Donc, on va dire que ça pousse énormément moins d'air. Ouais. OK? Mais beaucoup de règlements. En fait, on fait ça pour qu'on ait des véhicules semblables. Je pense que ça fonctionne assez bien puis ça donne un beau spectacle aussi. Exactement. Là, on va, si tu veux, aller voir aussi ta passion de la route, mais pas en course. Tu as quelques bolides. On va aller faire un petit tour avec ça. Bon, Daniel, la performance fait de toute évidence partie de ta vie de tous les jours aussi. Là, tu as 2 voitures que tu as gardées, parce que tu en as eu de toutes sortes, tu en as eu de toutes les grandeurs. J'aime beaucoup la Cobra ici. C'est sûr que la Cobra, moi, c'était important d'avoir le vrai 427 1965 side order. Et le différentiel Jaguar que lorsqu'ils ont gagné chez lui à Daytona, lorsqu'ils ont réussi à battre la GT40. Pour le reste, c'est quand même un kit car américain. OK. Mais toute la base en dessous est montée avec une vraie Cobra chez lui 500. OK. Puis ici, ça... C'est une 2003. Ouais. Je l'ai, je pense, d'après moi, depuis à peu près 2008. Donc, OK. elle doit avoir un 2-3 000 km, je te dirais. OK, pas roulé beaucoup. Non, 2-3 000 km. La même chose de la Cobra. D'après moi, si ça a 1000-2 000 km, puis tout. ça fait au moins 20 ans, je l'ai. Ces autos-là, je veux dire, Ouais, est-ce que j'ai le temps de m'en servir? Non. Mais moi, là, venir polir ça pour faire, je vous dirais, un petit 200 km par année, c'est ma satisfaction. c'est... Puis ma copine m'agace toujours. J'ai dit, annonce de la pluie dans 3 jours. Ah, Daniel, je te connais, tu sortiras pas tes autos si annonce de la pluie. Il faut qu'il annonce beau toute la semaine. Exactement. Peut-être la sortir. Oh, OK. oui. Puis, il y a l'auto de ton père derrière. Oh, oui, J'ai ben, Plymouth. il est fier de son auto. Il l'a fait lui-même, rénové de A à Z. C'est son bijou. Puis là, bien heureux de l'avoir dans ma petite collection. Je veux faire une petite parenthèse. Je veux que tu nous montres ton camion d'équipe parce que c'est trop impressionnant. Ça me fait plaisir, ouais. exact. Ça, évidemment, quand l'équipe se déplace, peu importe l'événement, c'est avec ça que vous en allez. Oui, exactement. OK. Donc, remorque 51 pieds, tout un homme en avant. Et combien de fois je me suis cassé la tête? C'est quoi la longueur qu'on a le droit d'abord, sur la route? c'est long comment, ça? Ça finit plus, ça? Je vous dirais, ça a 90 pieds, moins environ 2 ou 3 pouces. Ce qui est permis, c'est 90 pieds maximum avec un permis spécial qui n'est pas très dispendieux. Finalement, ce véhicule-là fait à peu près la moitié des États-Unis sur la route chaque année. Oui. On part de Gainesville, en Floride, au mois de février. On finit à Pomona au début novembre. Puis on revient entre les courses. Quelquefois, on va rester une semaine là-bas, mais la plupart du temps, on revient ici. Tout notre équipement est ici pour travailler. Ouais. Bye. Merci pour ton temps, Daniel. Hey. C'était bien le fun. Alors aujourd'hui, à notre chronique Entretien, on va parler de courroie serpentine. Salut Hugo. Salut Benoît. Alors, courroie serpentine, d'abord, c'est quoi? Puis qu'est-ce que ça fait au juste? Oui, en gros, c'est sur le devant du moteur. Ça relie, selon le modèle, l'alternateur, la pompe à eau, le vilebrequin, pour faire tout tourner en même temps. Donc, évidemment, comme toutes les pièces dans une auto, il y a une durée de vie. C'est bon combien de temps, ça? Oui, l'entretien se fait en moyenne entre 100 et 140 000 km. Mais avant, la courroie était fendillée. Avec les nouveaux matériaux, elle n'est pas fendillée, mais elle est à changer. Donc, on utilise un outil conçu par le fournisseur pour vérifier la profondeur des grooves de la courroie. Donc, les sillons, puis si on glisse ou ça bouge, ça veut dire qu'il est usé. Exactement. Mais là, on ne change pas juste la courroie, parce que souvent, ça vient dans un ensemble complet. Là. Il y a tout là-dedans. C'est ça. On devrait toujours changer l'ensemble au complet. Le tendeur, la poulie folle, pour faire un ensemble. Oui, parce qu'autrement, on est obligé de revenir pour changer d'autres morceaux parce qu'on ne fera pas un autre 120 000 km si on ne change pas tout. Là. Exactement. OK, donc ça, c'est important de le faire. Il y a d'autres genres de courroies aussi sur le véhicule qu'il faut vérifier. Là. Oui, selon le véhicule, les courroies élastiques, c'est un système de poulie qui n'a pas de tensionneur. Donc, l'installation est un petit peu plus compliquée, mais avec la bonne outil, ça se fait bien. Pas un tournevis. Exactement. Donc, on prend ça et évidemment, ça aussi, il y a des temps, il y a des normes pour le changer, puis ça dépend des véhicules. C'est ça. Il y a d'autres pièces qui sont reliées à ça qu'on a ici qu'il faut aussi vérifier périodiquement. Oui, exemple, la poulie de l'alternateur. De plus en plus d'alternateurs ont des poulies découpleurs.
qui est une poulie avec un ressort à l'intérieur pour éviter de donner des coups sur la courroie lorsqu'on fait des accélérations brusques. Parce que les coups, évidemment, ça use plus rapidement. C'est ça. Puis, des fois, on a un problème d'alternateur, mais c'est juste la poulie. Puis, on peut la changer toute parce seule. qu'il n'accumule plus, on n'a plus d'électricité, exactement. Les outils qu'on a ici, c'est quoi exactement? Oui, c'est l'outil pour enlever la poulie découpleur sur l'alternateur. OK, donc les bons outils pour faire l'entretien de ça. C'est ça. Et au bout de la table, on a ce qu'on appelle des traitements de courroie. C'est un peu comme les additifs pour l'essence, puis tout ça, mais recommandé ou pas? Sur une courroie, on ne devrait jamais mettre de traitement. OK, parce que? Premièrement, on contamine la courroie, mais on contamine les poulies. OK. Donc, la courroie risque de glisser. Puis même si on la change, le contaminant est toujours sur les poulies. Ah oui, OK. Fait que ça reste là longtemps. Là. Oui. Donc, c'est pas une bonne idée. Non. Parfait. Merci, Hugo. À notre actualité cette semaine, la partie 2 de ce qu'on a commencé la semaine dernière, on fait un petit retour sur l'année 2022 et ce qui a retenu beaucoup l'attention l'an dernier, c'était évidemment le prix des véhicules que vous achetiez. On parle d'un prix moyen au Canada de 38 000 $ pour un véhicule d'occasion et de 55 000 $ pour un véhicule neuf. Et malheureusement, il n'y a rien qui fait penser que ça va s'améliorer en 2023. Les seules bonnes nouvelles qu'on a en ce moment, c'est que lentement mais sûrement, on commence un peu à refaire l'inventaire des véhicules d'occasion chez les concessionnaires, ce qui laisse croire que le prix va au moins se stabiliser. Pour ce qui est des véhicules neufs, parce qu'on a beaucoup de retard, parce qu'on n'en fabrique pas beaucoup, et surtout parce que les concessionnaires se sont habitués à commander des véhicules. Donc, il n'y a pas beaucoup d'inventaire chez le concessionnaire. On n'a pas à garder énormément de véhicules. On vend, lorsqu'on commande des véhicules, le prix de détail suggéré. Si vous êtes capable de négocier un prix sur un véhicule en ce moment, vous êtes un artiste parce que c'est extrêmement difficile. Donc ça, je pense que c'est une méthode qui est là pour rester. On va probablement avoir un petit peu plus d'inventaire, mais je ne crois pas qu'on va revoir des concessions pleine de véhicules comme on l'avait avant la COVID. Donc ça, il faudra s'y faire. Et une fois qu'on aura atteint un certain rythme de production, on va stabiliser les prix, mais qu'on regarde que ce soit des véhicules à essence ou des véhicules électriques. On nous avait promis une baisse dans les véhicules électriques. Le problème, c'est que la matière première, comme le lithium, coûte énormément cher. On parle d'une augmentation de 500 % dans la dernière année et demie. Donc, soyez patients. Il faudra aussi s'habituer à magasiner ces véhicules d'avance. Merci d'avoir été là encore cette semaine. La semaine prochaine, tiens, on va essayer une voiture qui a été très célèbre au cinéma, la Pontiac Trans Am Bandit. On va aller voir également c'est quoi une vraie man cave avec André Savoie. Et nos amis de Pièces d'Auto Super, on va parler d'esthétique automobile. Merci d'avoir été là. Bonne semaine. Salut.